Une personne arrive aux urgences, elle est épuisée, déshydratée, confuse et parfois au bord de l'effondrement. Le médecin, en la voyant, ne lui donne pas de pilule miracle. Il ne lui parle pas non plus d'hormones ou de gènes. Ce qu'il fait, c'est lui administrer un sérum, de l'eau et du sel qu'il injecte directement dans la veine. Mais il ne fait rien d'autre dans un premier temps. Et pourtant, au bout d'un moment, il se passe quelque chose de surprenant. La tension de la personne se stabilise, sa tête s'éclaircit et son corps revient à lui. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné quand je le vois. Parce que si l'eau ne servait qu'à hydrater, comme on nous l'a dit à l'école, ce que je viens de te raconter n'aurait aucun sens. Si l'eau ne sert qu'à remplir un réservoir, c'est-à-dire à la boire et à remplir le réservoir du corps, pourquoi ce geste si simple peut-il ramener quelqu'un du seuil de la mort? Eh bien, je te promets que si l'eau n'était qu'un liquide, comme tu le crois probablement jusqu'à présent, cette vidéo n'existerait pas. Et c'est là qu'apparaît la première question gênante, celle que presque personne ne se la pose. Pourquoi? Le corps réagit-il ainsi à quelque chose d'aussi basique? La réponse cache un autre des grands mythes erronés et souvent répétés que l'on nous a racontés tout au long de notre longue vie, depuis notre enfance. Dire que l'eau ne sert qu'à hydrater est probablement le plus grand mensonge de tous. Toute l'éducation biologique de base que tu as probablement reçue, c'est comme dire que l'électricité ne sert qu'à allumer une ampoule. Et oui, elle allume la lumière, elle allume l'ampoule, mais elle fait aussi avancer les trains, maintient les hôpitaux et fait fonctionner ton cerveau. C'est-à-dire, penser que l'eau ne sert qu'à hydrater n'est pas seulement grave parce que c'est faux. En plus, c'est grave parce que c'est terriblement incomplet. Tellement incomplet que, pendant de nombreux siècles, cela nous a empêchés de comprendre comment fonctionne réellement notre corps. De la même manière que l'électricité soutient le fonctionnement de toute notre civilisation actuelle, l'eau le fait aussi. Mais avec une grande différence. Tu savais pour l'électricité, mais pour l'eau, on te l'avait caché. Eh bien, aujourd'hui, je vais essayer d'en finir avec toutes ces informations, appelons-les élégamment, incomplètes. Le corps humain, comme ton expérience personnelle te l'indique sûrement, n'est pas un réservoir que l'on remplit. C'est-à-dire, nous ne sommes pas une bonbonne avec un niveau qui monte et descend. Nous sommes un système vivant et nous utilisons l'eau pour organiser, pour déplacer et pour transmettre de l'énergie. Tu ne le savais probablement pas, mais aujourd'hui, si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, tu finiras par le comprendre, c'est certain. Quand ce sera le cas, tout ce que tu croyais savoir sur cette fatigue que tu traînes parfois, sur l'inflammation que tu ressens et qui ne disparaît pas, et cette perte de vitalité commencera à prendre sens pour toi sous un angle différent. Commençons par le plus basique, le tout début, car la clé, comme toujours, se trouve là. Et le problème, la plupart du temps, ce n'est pas qu'il te manque de l'eau. Le problème, c'est que l'eau présente dans ton corps, l'eau que tu bois, l'eau que tu absorbes, n'accomplit plus sa fonction. Et pourquoi ne le fait-elle plus? Je t'entends? J'imagine ce que tu es en train de penser. Tu dois te dire, mais comment ça, elle ne fait pas son travail? Enfin, j'ai bu de l'eau toute ma vie et je suis toujours là. Et tu vas me dire, tu me rends fou, José Maria. Et c'est normal que tu penses ça, mais regarde la surprise que je vais te faire. Dans quelques minutes, tu vas comprendre pourquoi cette molécule, l'eau, ne fait pas que t'hydrater. Et pourquoi elle se comporte comme une véritable batterie biologique dans ton corps. Tu vas aussi comprendre pourquoi ce que je viens de te dire n'est pas un simple détail.
En fait, cela va complètement changer la façon dont tu comprendras ton énergie à partir de maintenant. Mais pour cela, il faut d'abord démonter cette idée si confortable qu'on nous a mise dans la tête. Et voici le premier piège. Quand on dit que l'eau nous hydrate, on pense tous à H2O, deux atomes d'hydrogène et un d'oxygène. Un liquide simple, neutre, et le grand solvant des minéraux. Pense à une rivière et à la façon dont finissent les pierres. C'est la vérité. Mais cette vérité est incomplète. Parce que si boire de l'H2O était la seule clé, moi, pourtant, je pourrais te dire, sans aucun risque de me tromper, que si tu bois 3 litres d'eau purifiée ou d'eau chlorée, c'est-à-dire d'H2O purifié ou chloré, tu ne fais pas ce qu'il faut. Et en fait, tu es en train de te déshydrater. Oui, tu as bien entendu. Même en buvant ces 3 litres, tu te déshydrates. Pourquoi? C'est très simple, parce que le corps n'a pas seulement besoin de volume, tu n'es pas une bonbonne. Il a surtout besoin de conductivité, il lui faut des câbles pour conduire cette électricité. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le corps fonctionne grâce à l'électricité et à la biochimie. Mais pour les deux, l'eau est essentielle. Et si l'eau que tu bois ne contient pas les minéraux de base qui permettent la conductivité, je parle des électrolytes dont nous avons parlé dans la vidéo précédente, alors ce que tu bois, c'est de l'eau morte. Et c'est pourquoi, pour que ta partie neurologique et ton système fonctionnent parfaitement, ce dont ta biologie a particulièrement besoin, ce sont ces minéraux, ces électrolytes. Et c'est pour cela, rappelle-toi ou pense au fait que les hommes qui traversent le désert emportent toujours des sels et que les chameaux, avant de partir, lèchent des pierres de sel pour rester minéralisés. Parce que l'eau seule te nettoie, mais si tu n'apportes pas de sel, en plus de te nettoyer, elle emporte tes propres minéraux et ta charge. Et plus tu bois de cette eau, plus tu laveras ton corps, plus tu dissoudras tes minéraux et plus tu seras déshydraté. Donc pour démonter ce mensonge, il faut regarder l'eau non seulement comme le solvant H2O, et pour que tu puisses bien le comprendre et l'assimiler, comme je te le disais, il faut démonter cette idée si confortable qu'on nous a mise dans la tête. Et pour la démonter, il faut regarder l'eau. Pas comme H2O, mais comme une structure vivante qui possède une charge. Que signifie une structure vivante qui possède une charge? Eh bien, cela veut dire que nous ne parlons pas du H2O liquide que tu connais, mais de quelque chose que la science appelle la 4e phase de l'eau ou OEZ. Et comment se forme cette eau? Eh bien, tes cellules et tes protéines sont comme des surfaces qui aiment l'eau. Ce sont des surfaces appelées hydrophiles. L'eau, lorsqu'elle touche ces surfaces, en avançant dans ton corps, est forcée de s'auto-organiser, c'est-à-dire qu'elle s'empile, devient visqueuse. Et le plus important, c'est qu'elle acquiert une charge négative. Et tu vas me dire, comment obtient-elle cette charge? Eh bien, voici le grand secret, par l'exclusion. L'eau structurée, lorsqu'elle se forme à la surface de tes cellules, a, attention à ce que je vais te dire, la capacité d'expulser les protons de son intérieur. De quoi est-ce que je parle? Des ions hydrogène à charge positive qui se trouvent dans le milieu interne. Tout cela, tu l'as étudié à l'école. Essaie de t'en souvenir un peu. Eh bien, l'eau structurée qui s'est formée repousse ces protons vers le reste du liquide. Pense à la création d'une pile biologique. La couche collée à la cellule, qui est cette eau transformée par l'expulsion des protons, c'est ce qu'on appelle l'eau structurée ou l'eau Z.
Comme je te le disais, c'est une eau qui n'est plus H2O, elle s'est transformée et maintenant c'est H3O2. Elle prend une forme différente et cela s'explique par le fait qu'elle s'organise en une structure hexagonale. Et c'est cette forme unique qui lui permet de stocker un surplus d'énergie sous forme d'électrons. C'est impressionnant. Et tu vas me demander, si celle-ci est hexagonale, comment était l'autre? Celle du H2O? Très bonne question. Le H2O a une structure complètement désordonnée. C'est comme si, en ouvrant les portes d'un stade de football plein de monde, le public, au lieu de sortir de façon spontanée, ce qui représenterait le H2O, le faisait par rangées et de manière parfaitement organisée. Ça, c'est le H3O2. C'est justement ce changement radical vers une structure hexagonale. C'est ce qui permet d'appeler cette eau structurée, comme je te le disais, H3O2. Et cette H3O2, ce qui lui arrive dans ce processus, c'est qu'elle se retrouve avec un excès de charge négative. Elle a expulsé les protons, elle a expulsé ses composants positifs. Et quelle est la conséquence biochimique d'avoir fait cela? Eh bien, cette couche d'eau H3O2 devient le pôle négatif de ta batterie et le liquide environnant, c'est-à-dire le reste de l'eau qui n'est pas collé à la cellule, celle-là se remplit des protons expulsés et se retrouve avec un excès de charge positive. Elle devient le pôle positif de ta batterie. Tu as donc les deux. Cet acte simple de séparation des charges est la clé. Et ceci, scientifiquement parlant, est ce qu'on appelle un gradient électrochimique. Eh bien, vous venez de créer les deux pôles d'une batterie, le côté négatif et le côté positif. Injuste. C'est ce processus qui transforme cette eau, désormais H3O2, en une véritable batterie biologique, capable de stocker de l'énergie potentielle et de générer du mouvement sans avoir recours à un moteur externe. Et c'est ainsi que j'ai découvert des informations qui vont vous surprendre. D'abord, quelle quantité de l'eau interne de ton corps devient H3O2? La majeure partie. Tu vois, un scientifique important dont je te parlerai plus tard. Dans cette vidéo, Gerald Pollack suggère que l'eau H3O2 n'est pas une exception, mais qu'elle est en fait la règle. Une grande partie des molécules d'eau de ton corps ne sont plus de l'eau H. Deux eaux liquides, l'eau normale comme celle que tu bois, ce sont une structure qui est devenue une structure vivante et chargée. En fait, si tu assistais à la dissection du corps d'une personne tout juste décédée ou à l'ouverture d'une personne vivante en salle d'opération, pendant une opération, ce que tu pourrais voir te servirait comme la meilleure preuve de ce que je suis en train de t'expliquer. Si tu veux, demande à ton ami chirurgien. Eh bien, quand tu comprendras cela, tu t'en rendras compte. Qu'il est tout à fait logique de dire que cela fait des décennies que nous regardons la clé de la vie d'une manière erronée. Pendant des années, on nous a appris à penser à l'eau d'une façon très simple, trop simple. Et on nous a dit, si tu as soif, bois. Si tu es fatigué, bois encore plus. Si tu as mal à la tête, c'est peut-être parce qu'il te manque de l'eau. Et ainsi, nous nous sommes habitués à une idée très confortable. L'eau entre, le corps se débrouille pour gérer cette quantité d'eau et il n'y a rien d'autre à penser. Mais ici, il y a quelque chose qui ne colle pas. Si l'eau ne servait qu'à hydrater, si ce n'était qu'un liquide qui remplit des espaces, alors il ne devrait pas vraiment importer quel type d'eau tu bois, ni quand tu la bois, ni dans quel état se trouve ton corps lorsque tu la bois. Et pourtant, cela compte. En fait, cela compte énormément. Tu vois, il y a des personnes qui s'hydratent parfaitement, selon le manuel,
celui qu'on nous a expliqué et qui pourtant reste fatigué. Elle continue à avoir le cerveau embrumé ou manque toujours d'énergie. Ça te dit quelque chose? Si cela t'arrive, c'est probablement parce que tu as essayé de remplir le réservoir, un peu comme un verre après l'autre, alors qu'en réalité, il s'agit d'un problème qui se produit au niveau microscopique et qui se concentre principalement sur ce que l'on pourrait appeler le besoin de câblage. Du câblage? Oui, du câblage. Reste avec moi et tu vas comprendre. Et il y a en plus quelque chose d'encore plus étrange. À l'hôpital, quand quelqu'un est vraiment mal en point, comme je te le disais, on ne lui donne pas de l'eau du robinet. On ne lui donne pas n'importe quelle bouteille, comme je te le disais au début de la vidéo. On lui donne de l'eau avec une proportion exacte de sel, une structure très précise, et en plus, on le fait par voie directe, c'est-à-dire que cette eau est injectée directement dans le sang. Eh bien, le principe derrière tout cela, c'est que ton corps n'attend pas un volume d'eau. Ce dont ton corps a surtout besoin, et je te l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, c'est de la conductivité. Ce sont les fameux câbles, c'est-à-dire les électrolytes, dont nous avons parlé aujourd'hui et dans une autre vidéo précédente. Et c'est important, car si tu ne comprends pas cette différence, tout ce qui va suivre va te sembler absurde. Eh bien, c'est ici que cette vieille idée commence à s'effondrer. Le corps humain ne fonctionne pas comme un verre vide, qu'on remplit et c'est tout. Il fonctionne comme un réseau de millions d'espaces microscopiques où l'eau, ton eau, doit accomplir un travail d'ingénierie. Et c'est ce qui est le plus difficile à accepter, car on ne nous l'a jamais expliqué de cette façon. À l'intérieur du corps, l'eau n'est pas immobile. Elle n'est ni neutre ni passive, et c'est vraiment surprenant. L'eau à l'intérieur du corps interagit constamment avec les protéines, les membranes, les tissus et les charges électriques. Tu as bien entendu? Oui, elle interagit, elle n'est pas passive. Et lorsque cette interaction change, tout le reste change aussi. L'énergie, le mouvement, le signal. C'est pourquoi il y a des personnes qui ressentent souvent qu'elles ne reçoivent pas l'énergie, même si elles mangent bien, même si elles dorment, même si elles font de l'exercice. Et ce n'est pas parce qu'il leur manque du carburant, c'est que le système qui devrait faire circuler ce carburant ne fonctionne tout simplement pas comme il le devrait. Maintenant, voici à nouveau une question clé que je veux que tu laisses tourner dans ta tête. Et si le véritable problème n'était pas simplement la quantité d'eau disponible, mais plutôt la manière fondamentale dont le corps humain organise et utilise cette eau essentielle? Si cela est véritablement vrai, alors parler du processus de vieillissement, de la fatigue chronique persistante, de l'inflammation généralisée ou de toute autre manifestation physique ou physiologique, ce n'est pas seulement parler de nos gènes et de nos hormones, c'est avant tout parler de l'ordre fondamental et intrinsèque des choses. Interne. Et ici, je vais m'arrêter un instant et je vais le faire exprès. Parce que si je te donnais maintenant le nom du scientifique et la formule, ton esprit les rejetterait sûrement en pensant « Ouf, c'est une théorie folle ». Ce ne serait pas une bonne idée de ma part. Avant, j'ai besoin, comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, que l'ancienne idée que tu as en tête disparaisse complètement. Quand tu commenceras à accepter que l'eau n'est pas seulement un simple remplissage, c'est-à-dire un liquide qui entre et rien de plus, mais qu'il s'agit d'une véritable structure qui pénètre dans ton corps, alors oui, je pense que tu seras prêt à découvrir l'idée la plus fascinante de la biologie moderne. L'eau n'est pas seulement un liquide, ce n'est pas seulement un moyen de transport et ce n'est pas non plus un simple remplissage.
Quand tu comprendras et accepteras cela, tu auras franchi une étape dont tu ne te souviendras jamais pour le reste de ta vie. Et pourquoi? Très simple, parce que tu auras compris les raisons qui expliquent pourquoi l'eau peut se comporter comme une batterie, pourquoi le corps peut générer des mouvements sans pousser, et pourquoi beaucoup de choses que nous appelons aujourd'hui des défaillances ne sont en réalité que des conséquences d'un système qui n'est pas correctement ordonné dans toutes ses parties. C'est fascinant. Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Et je vais déjà te donner un avant-goût. Ce que je te raconte n'est pas une théorie folle, ce n'est pas une jolie métaphore, non. C'est quelque chose qui a été observé, mesuré et reproduit en laboratoire pendant des années. Mais on ne te l'a pas dit. Allons-y, pour comprendre ce qui va suivre. J'ai besoin que tu fasses quelque chose de très simple. Essaie, pendant un instant, d'oublier le verre d'eau. Oublie la bouteille d'eau, oublie l'eau immobile ou simplement l'eau que tu connais. Parce qu'à l'intérieur du corps, l'eau ne se comporte pas comme celle que tu vois sur la table. Oublie celle-là. Pendant des années, un scientifique nommé Gerald Pollack, biophysicien à l'Université de Washington aux États-Unis, a commencé à se poser une question qui semblait absurde à beaucoup. Et il disait: et si l'eau, lorsqu'elle est en contact avec des surfaces vivantes, ne se comportait pas comme nous pensons qu'elle se comporte? Et Pollack n'était ni un gourou ni un marginal, c'était un chercheur classique de laboratoire qui a simplement commencé, merci, à observer l'eau au microscope dans des conditions très précises. Et ce qu'il a observé, c'est que lorsque l'eau est en contact avec certaines surfaces, membranes, protéines ou tissus, elle cesse d'être désordonnée. L'H2O désordonné dont je te parlais s'organise. Ce que je te disais tout à l'heure, imagine ce stade plein de gens qui sortent du match de football. Tout le monde se déplace sans ordre, comme l'H2O. Et ça, ce serait l'eau normale. Et maintenant, imagine que quelqu'un se place simplement à la porte et commence à mettre toutes ces personnes en rangée, et que tout le monde sort en regardant dans la même direction. Soudain, l'ordre apparaît, et c'est ce que Pollack a observé. Il a découvert une zone d'eau structurée, celle qui est collée aux surfaces, qui ne se mélange pas avec le reste, qui possède des propriétés différentes et qui en plus est chargée électriquement. Il a appelé cette zone, comme je te l'ai déjà dit, zone d'exclusion ou simplement OEZ, exclusion zone. Et non pas parce que cette eau qu'il avait découverte était magique, mais parce que c'est une eau qui exclut les particules et qui se comporte d'une manière différente de l'eau que nous connaissons. Regarde quelle merveille se produit à l'intérieur de notre corps. Et voici le point clé. Cette eau structurée n'est pas seulement plus ordonnée, en plus, comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, elle possède une charge électrique. Et lorsqu'il y a une charge, cela implique qu'il y a de l'énergie potentielle. Ce qui d'ailleurs est un principe fondamental de la physique. Pollack l'a expliqué de manière très simple. Il disait que cette eau fonctionne comme une batterie. Et si cela est véritablement vrai, cela change radicalement et profondément la façon dont nous comprenons le corps humain dans son ensemble. Et la réalité, c'est que cela ne fonctionne pas comme on nous l'a raconté. Et maintenant, nous allons le concrétiser. Je ne parle pas d'une batterie équivalente aux batteries au lithium, je parle d'une pile biologique capable de séparer des charges, de les stocker et de générer du mouvement. Et c'est ici que beaucoup de pièces commencent à s'emboîter. Parce que tu vois, si le corps humain est rempli de surfaces microscopiques, de membranes, de fibres, de capillaires, alors il est véritablement rempli d'innombrables endroits où l'eau peut s'organiser de cette manière si particulière, car l'eau arrive absolument partout. Et si l'eau s'organise ainsi, de façon si structurée, alors il s'avère que le corps ne dépend plus seulement de la simple pression pour faire circuler les liquides vitaux.
Il s'avère que le corps peut, par lui-même, déplacer des choses en utilisant cette énergie, qui est stockée dans l'eau. Tu te rends compte à quel point c'est important. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Pollock a observé autre chose. Et ça va te retourner le cerveau. Cette structure de l'eau se forme encore mieux lorsqu'elle reçoit de l'énergie externe, en particulier la lumière infrarouge. La même lumière que celle émise par le soleil, la même que d'ailleurs ton propre corps émet. C'est-à-dire que l'énergie dans notre corps ne provient pas seulement du carburant, qui dans notre cas serait la nourriture transformée en ATP. L'énergie entre aussi par la lumière et se transforme en tension ou potentiel de mouvement à l'intérieur de l'eau. Autrement dit, la lumière charge la batterie pour que l'ATP puisse être utilisé et ensuite être distribué. Tout cela, je sais que c'est compliqué, je comprends. Et je comprends aussi que c'est quelque chose de très nouveau, sûrement pour toi, et surprenant. Allons un peu plus lentement et réfléchissons calmement. Si l'eau peut stocker de l'énergie, si elle peut s'organiser, si elle peut générer du mouvement, alors le corps humain n'est plus un moteur chimique qui brûle de l'essence grâce à la nourriture qu'il reçoit. Il devient un système électro-hydraulique. Pense à un moteur qui ne brûle pas seulement du carburant, c'est-à-dire la chimie, mais qui utilise aussi l'eau chargée pour générer du flux et du mouvement. Si c'est le cas, on ne parle plus de chimie, je te parle d'électricité authentique et de mouvement hydraulique. Et tout cela en même temps. Et cela change beaucoup de choses. Parce que cela change la façon dont nous comprenons la fatigue et la façon dont nous comprenons le vieillissement. Comme je te le disais, le corps humain n'est plus seulement un moteur chimique qui brûle de l'essence. Je vais te donner un cas concret, parce que cela change la façon dont tu pourrais en venir à comprendre pourquoi parfois tout va bien dans tes analyses. Et pourtant tu te sens très mal. Parce que peut-être que le problème ne vient pas de ce qui te manque, mais de la façon dont l'énergie est organisée en toi. Pendant des décennies, cette idée est restée en marge, non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle ne s'intégrait pas bien dans un modèle qui expliquait tout à partir de réactions chimiques. Mais la biologie n'est pas seulement de la chimie, c'est aussi de la structure. Et là où il y a de la structure, il y a une fonction. Pense comme ça. La chimie, c'est le carburant. Souviens-toi des fameux ATP. La structure, c'est-à-dire l'eau EZ ordonnée, c'est le moteur et le câblage. Et la fonction, c'est le flux. Et le signal que ce câblage bioélectrique rend possible. Cette efficacité est essentielle pour tes mitochondries. Si l'eau cellulaire est structurée, la production d'ATP est bien plus efficace. Vieillir, c'est en partie se déshydrater à ce niveau de structure moléculaire, c'est-à-dire que cela ne fonctionne pas correctement. Et tu auras parfois remarqué que, à l'opposé, tu es plus électrique. Les feuilles de papier collent au bout de tes doigts, tes cheveux peuvent de même se dresser, ou, en touchant la porte de la voiture, tu ressens une petite décharge. Eh bien, c'est un véritable cadeau pour ton corps. Cela veut dire que tu fais les choses très bien. Ton corps est comme des piles lorsqu'elles sont complètement chargées. La lumière qu'elles sont capables de produire est maximale. Si la structure échoue, c'est-à-dire si elle perd son ordre et sa charge électrique, la conséquence est que le corps doit forcer le système et commence à consommer une quantité excessive de carburant, à nouveau de l'ATP, et il se voit obligé de le faire uniquement pour compenser la défaillance, qui s'est produite dans le câblage. En quelques mots, cette consommation forcée est un gaspillage. Et c'est pourquoi ce que je suis en train de t'expliquer ne remplace pas la biochimie classique, cela ne fait que l'élargir. La biochimie classique nous explique le quoi, c'est-à-dire quelles réactions se produisent. Et la bioélectricité nous explique le comment,
c'est-à-dire comment ce processus s'organise avec une efficacité maximale. Et maintenant vient la partie inconfortable. Si l'eau peut accomplir tout cela, si elle peut véritablement générer du flux et du mouvement, alors nous devons absolument nous poser une question très sérieuse et fondamentale. Parce qu'accepter pleinement cela nous oblige à revoir en profondeur l'une des idées les plus sacrées et les plus établies de notre pensée, de la physiologie. Croyons-nous vraiment que l'intégralité du système circulatoire dépend uniquement d'une simple pompe mécanique? Parce que si l'eau travaille activement, si l'eau pousse avec force et si l'eau stocke efficacement de l'énergie vitale, alors le cœur ne peut absolument pas être toute l'histoire, n'est-ce pas? Et c'est exactement là où nous allons. Voyons cela maintenant. Pendant presque toute notre éducation, on nous a raconté une histoire très simple, tellement simple qu'elle semblait indiscutable. En fait, elle l'a été jusqu'à présent. Le cœur est une pompe. Il pousse le sang. Le sang circule et grâce à cela, nous vivons. C'est ce qu'on nous a dit. Et oui, bien sûr que le cœur bat et bien sûr qu'il génère de la pression. Personne ne nie cela. Je ne le nie pas. Voici la question que presque personne, une fois de plus, ne se pose. Crois-tu vraiment qu'une pompe, à elle seule, puisse faire circuler le sang à travers des dizaines de milliers de kilomètres de vaisseaux capillaires microscopiques, plus fins qu'un cheveu, et le faire pendant 80 ou 90 ans sans tout casser? Si le système ne fonctionnait que par la pression, s'il ne s'agissait que de pousser depuis le centre, l'usure serait brutale. Et pourtant, le système est extraordinairement efficace. C'est à partir de là que l'histoire commence à changer. Le système circulatoire ne fonctionne pas comme un tuyau sur lequel on exerce une pression, et il continue de marcher. Il fonctionne comme un réseau vivant où le flux est maintenu grâce au gradient, à l'élasticité et au mouvement distribué. Et ici, l'eau réapparaît. Si l'eau peut s'organiser, emmagasiner de l'énergie et générer du mouvement dans ses capillaires, il en résulte alors que le flux ne dépend pas seulement du coup de pouce du cœur. Il dépend du fait que le milieu soit bien organisé. C'est comme une rivière. Imagine une rivière. Une rivière ne coule pas parce que quelqu'un pousse l'eau par derrière. Elle coule parce qu'il y a une pente, une structure et une continuité. Quand le lit de la rivière est propre, l'eau s'écoule toute seule. Quand le lit de la rivière est abîmé ou sale, même en poussant plus fort, tu n'arrives pas à la faire couler correctement. Eh bien, c'est ici que beaucoup de choses commencent à s'emboîter. Demande-toi pourquoi il y a des personnes avec un cœur apparemment sain, mais une mauvaise circulation. Pourquoi y a-t-il de la fatigue chronique? Sans qu'il y ait de défaillance, sans qu'il y ait une insuffisance cardiaque évidente? Ou pourquoi le sang devient-il épais, la tension monte et les tissus manquent d'oxygène? Parce que le problème ne vient pas toujours de la pompe, mais du milieu dans lequel elle circule. Et c'est là que beaucoup de gens commencent à comprendre pourquoi ils font tout bien et pourtant ne s'améliorent pas. C'est-à-dire que le cœur ne disparaît pas du modèle, il cesse simplement d'en être le seul protagoniste. Regarde bien comment est la nouvelle. Pendant des années, certains chercheurs et aussi quelques observateurs intuitifs l'avaient déjà signalé. Des personnes comme Rudolf Steiner ou Victor Schauberger. Ils parlaient du flux, du mouvement naturel, de la façon dont les systèmes vivants ne fonctionnent pas à la force brute. Ils n'avaient pas de microscope moderne, ils ne pouvaient pas non plus mesurer les charges, mais pourtant, ils ont pressenti quelque chose d'essentiel. La vie ne pousse pas, la vie s'écoule. Aujourd'hui, avec des outils bien plus modernes, nous commençons à voir que cette intuition n'était pas si éloignée de la réalité.
Quand l'eau perd sa structure, quand le milieu interne devient désordonné, alors le corps doit compenser ce désordre par la pression. Et c'est là que commencent les problèmes. Plus de pression, plus d'efforts, plus d'usure. Et non pas parce que le cœur faillit, mais parce qu'il essaie de soutenir un système qui ne s'écoule déjà plus comme il le devrait. Tu te rends compte du changement de perspective? C'est vraiment impressionnant. Et voici une idée que je veux que tu gardes bien en tête. Dans le corps, la santé ne dépend pas seulement de pousser plus fort. Elle dépend de la capacité à laisser les choses circuler. Et quand le milieu est sain, le mouvement se fait avec beaucoup moins d'efforts. Et quand le milieu est mauvais, tout devient forcé. Et maintenant que tu as compris cela, maintenant que nous ne voyons plus le corps comme une machine à piston, mais comme un système de flux intelligent, nous sommes donc prêts à passer à l'étape suivante. Parce que si le milieu est absolument tout, et si l'eau et l'environnement interne font réellement toute la différence, alors la question fondamentale n'est plus de savoir quelle pièce spécifique il faut changer. Sinon, quelles sont les conditions qu'il faut restaurer? Et cela nous amène directement à une histoire fascinante qui s'est produite il y a plus de 100 ans. Au début du XXe siècle, bien avant qu'on ne parle de gènes d'inflammation chronique ou de biologie moléculaire, un homme s'est posé une question très différente. Cet homme français s'appelait René Quinton. Quinton observait quelque chose qui continue de nous déranger aujourd'hui. De nombreuses maladies ne semblaient pas être des défaillances isolées, mais plutôt les conséquences d'un environnement interne détérioré. Alors que la médecine de son époque cherchait quel organe était défaillant, lui se posait une question bien plus simple. Il disait « Et si le problème ne venait pas des pièces elles-mêmes, mais du milieu dans lequel vivent ces pièces ?» Quinton est parti d'une observation élémentaire. Il pensait que la vie était apparue dans l'océan. Et même si nous l'avons quitté, en réalité, notre milieu interne conserve une ressemblance surprenante avec l'eau de mer. Le plasma sanguin, c'est-à-dire le liquide qui baigne nos cellules, a une composition extraordinairement similaire à celle de l'océan primitif. Et à partir de là, Quinton formula une idée si simple qu'elle paraissait naïve. Il disait, si les cellules vivent dans un milieu et que ce milieu se détériore, les cellules tombent malades. Mais elles ne tombent pas malades parce qu'elles sont défectueuses, mais parce qu'elles ne peuvent pas bien fonctionner, car c'est le milieu qui est défectueux. Et pour l'expliquer, il utilisait une métaphore qui reste parfaite aujourd'hui. Aujourd'hui. Il disait que le corps est comme un aquarium. Si un poisson tombe malade, tu peux essayer de le soigner, tu peux même le changer de place, tu peux l'isoler. Mais si l'eau de l'aquarium est sale, si l'oxygène est bas, si la salinité n'est pas adéquate, les poissons, tous, continueront à tomber malades. La véritable solution n'est pas de s'en prendre aux poissons, c'est de réparer l'eau. Quinton n'essayait pas de guérir des maladies comme nous l'entendons aujourd'hui. Ce qu'il faisait, c'était essayer de restaurer les conditions de vie à l'intérieur du corps. Et ce n'était pas une théorie, il l'a prouvé. Et il l'a prouvé de nombreuses fois. Ces dispensaires à Paris, au début du XXe siècle, sont devenus très célèbres et il a documenté le traitement et la guérison de milliers de personnes. À l'époque des épidémies de typhus, de choléra et avec des bébés mourant de malnutrition, il a démontré qu'en restaurant la qualité de cet aquarium interne du corps, le corps se rétablissait de façon remarquable. Merci. Étonnante. Et cela change complètement notre regard. Nous pouvons maintenant cesser de voir le corps comme un ennemi défectueux et commencer à le voir comme un système qui essaie de survivre. Dans un environnement qui ne lui convient plus. Et ici, je veux que nous nous arrêtions à nouveau.
une fois de plus. Toi, s'il te plaît, relis ce que je viens de te dire à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Si l'eau peut s'organiser, si elle peut stocker de l'énergie, si elle peut faciliter le flux, alors le milieu interne n'est pas un détail secondaire, c'est le cadre où tout se produit. Et lorsque ce cadre se détériore, la seule chose que le corps puisse faire, c'est s'adapter, il compense. Il pousse, il devient plus fort, et pendant un temps, cela fonctionne. Mais il arrive un moment où compenser ne suffit plus. Il arrive un moment où le cœur ne peut plus continuer à pomper parce qu'il n'a plus assez de force. Et c'est alors que surviennent la fatigue, l'inflammation, la perte de vitalité. Et ce n'est pas parce que le corps se trompe, mais parce qu'il essaie de vivre dans un environnement qui ne lui permet plus de bien le faire. Cette façon de comprendre la biologie est profondément différente de celle qu'on nous a enseignée. Et ce n'est pas une approche agressive, ni punitive, ni contre le corps. Non, ce qui compte, c'est le contexte. Et qu'est-ce que le contexte, me demanderas-tu? Eh bien, c'est très simple, c'est le milieu interne, c'est l'eau dont nous avons parlé, c'est l'ordre et la charge électrique qui permettent que tout circule. Quand tu vas dans le sens du contexte, tu arrêtes de soigner le poisson malade avec des médicaments et tu te concentres sur la restauration des conditions pour que l'aquarium se nettoie tout seul. Et cela, même si cela paraît simple, est l'une des idées les plus révolutionnaires que tu puisses comprendre à propos de ta santé. Parce que si le milieu est tout, si l'eau et l'environnement interne sont la base du fonctionnement, alors la question inévitable est la suivante. Quelles sont les choses dans notre vie moderne qui détériorent ce milieu sans que nous nous en rendions compte? Peut-être, et c'est encore plus important, que pouvons-nous concrètement faire pour véritablement arrêter de nous saboter nous-mêmes et ainsi progresser notre milieu interne, et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Mais pas pour ajouter des choses à ta vie, plutôt pour simplement arrêter d'abîmer ce qui fonctionne déjà. Et arrivé à ce point, une fois de plus, une question presque automatique surgit généralement. Je l'imagine déjà dans ta tête, tu vas dire « D'accord, je comprends tout ce que tu viens de m'expliquer, mais maintenant, qu'est-ce que je fais de toutes ces nouvelles informations ?» Eh bien, c'est ici que je veux que nous soyons très clairs, parce que ce n'est pas une vidéo de recettes, ce n'est pas non plus une vidéo avec des listes miracles, et ce n'est pas une vidéo pour ajouter encore plus de choses à ta vie, non. C'est une vidéo pour t'aider à arrêter de saboter la batterie que tu sais déjà que tu as à l'intérieur de ton corps. Et si le corps fonctionne comme une batterie, si l'eau organise l'énergie, si le milieu interne est tout, alors la vraie question n'est pas quel complément ajouter, ni quelle nouvelle technique essayer, ni quel mode suivre. Non, la question est encore plus inconfortable, c'est quelles sont les choses que je fais chaque jour qui vident cette batterie sans que je m'en rende compte. Regarde le chemin que nous avons parcouru jusqu'ici. Nous avons vu que l'eau n'est pas seulement un volume, mais une structure, que cette structure peut stocker de l'énergie et que le flux dans le corps ne dépend pas seulement de la poussée, mais de la façon dont le milieu est organisé. Nous avons aussi vu que lorsque ce milieu se dégrade, le corps essaie de compenser jusqu'à ce qu'il ne puisse tout simplement plus. Et que beaucoup de choses que nous appelons des défaillances ne sont en réalité rien d'autre que des tentatives de survie dans de mauvaises conditions. Permettez-moi maintenant d'essayer calmement de remettre de l'ordre dans les choses, ou du moins de contribuer à instaurer cet ordre. Première idée fondamentale, la charge est légère. Comme je le disais, l'énergie ne provient pas uniquement du carburant, l'ATP. C'est souvent difficile à accepter car nous avons été élevés avec ce principe. Mais il se trouve que le corps se recharge aussi grâce à la tension de la lumière, au mouvement, au contact avec l'environnement et à l'état intérieur.
un corps qui vit enfermé, déconnecté du jour et de la nuit, avec une lumière artificielle constante. C'est un corps qui perd nécessairement son rythme. Et ce n'est pas parce qu'il manque de carburant, mais parce qu'il ne reçoit pas les signaux naturels qui aident à organiser l'eau. Deuxième idée, l'eau a besoin de conductivité. Boire de l'eau ne garantit rien si le milieu interne est appauvri. Le corps a besoin de minéraux, il a besoin de gradients, il a besoin de conduction, et ce n'est pas pour hydrater, mais pour que le signal circule. Quand tout se dilue, quand tout devient uniforme, l'énergie ne circule pas bien. Les électrolytes, souviens-toi des électrolytes. Troisième idée, la nourriture organise, mais elle ne fait pas que nourrir. Les plantes, les fruits, les aliments vivants n'apportent pas seulement des calories, ils fournissent aussi de l'eau organisée, déjà structurée, et des matrices biologiques, que le corps reconnaît et sait utiliser. Un corps qui ne se nourrit que de choses mortes peut survivre, mais il a du mal à maintenir la structure et la charge électrique de l'eau interne. Quatrième idée, l'environnement compte plus que tu ne le crois, car il stabilise la charge. Le corps n'a pas évolué dans des bureaux ni devant des écrans, ni dans des environnements fermés toute la journée, avec des lumières, des flashs et tout ça. Être en contact avec la nature, avec le sol, avec l'air, ce n'est pas du romantisme, c'est de la physiologie de base. Et ce n'est pas parce que la Terre a des pouvoirs, mais parce que le corps se régule mieux lorsqu'il stabilise son champ électrique grâce au contact avec le sol. Marche-pieds nus sur le sol, sur la Terre. Cinquième idée, ton état interne modifie ta physiologie. Et ce que je viens de te dire, ce n'est ni de la philosophie, ni de la biologie, ni une phrase toute faite. Si tu es constamment stressé, en alerte permanente, dans une peur continue, ce que tu fais, c'est altérer le signal. Et ce n'est pas parce que les pensées sont magiques, mais parce qu'elles modifient la chimie, le tonus nerveux et le milieu interne. Un corps en guerre n'organise pas bien son énergie. Et ici, je veux que tu retiennes à nouveau quelque chose de très important. Rien de tout cela ne consiste à en faire plus. Il s'agit d'arrêter d'interférer. La plupart des gens ne sont pas fatigués parce qu'il leur manque quelque chose. Ils sont fatigués parce qu'ils vident leur batterie toute la journée, sans s'en rendre compte. Trop de stimulation, trop de précipitation et trop de déconnexion électrique. Quand tu comprends cela, quand tu arrêtes de chercher la solution à l'extérieur, il commence à se passer quelque chose d'intéressant. Ton corps, lorsqu'il cesse d'être saboté, commence de lui-même à se réorganiser. Évidemment, cela ne se fait pas du jour au lendemain et ce n'est pas magique, mais il le fait de façon constante, car la biologie n'a pas besoin de miracles, ce dont elle a besoin, ce sont des conditions adéquates. C'est pourquoi, la prochaine fois que tu croises une bouteille au supermarché qui prétend être de l'eau structurée, souviens-toi, on est en train de te tromper. Le corps ne reçoit pas la structure de l'extérieur, il la crée lui-même. Et la façon la plus efficace de boire de l'OEZ, c'est par la consommation de légumes crus et de fruits, comme je te le disais. Mais ne cherche pas d'eau structurée dans un magasin et ne te l'injecte pas non plus. Deviens toi-même une fabrique d'eau structurée. Et maintenant que tu as vu que l'eau est une structure, que le flux ne dépend pas seulement du cœur et que la santé est une question d'ordre intérieur, nous sommes prêts à franchir la dernière étape de cette vidéo, car l'énergie n'est pas faite pour performer. Elle sert à quelque chose de bien plus sérieux, car l'énergie en elle-même n'est pas le but ultime. Elle sert à ne pas dépendre des autres et à pouvoir retrouver ta souveraineté personnelle pour ne pas t'effondrer pour rester debout. Et c'est cela qui nous amène à la fin de la vidéo. Arrivé à ce point, il y a quelque chose que je veux te rendre très clair, car sinon, tout ce que nous avons vu pourrait en réalité être mal compris. L'énergie, comme je te le disais, n'est pas l'objectif. Nous ne parlons pas d'énergie pour courir plus vite, pour produire plus ou pour t'exploiter mieux.
Non, nous parlons d'énergie pour ne pas s'effondrer, pour ne pas dépendre de la fatigue chronique, des stimuli extérieurs ou de la peur. Nous parlons d'énergie pour rester debout quand la vie devient difficile, ce qui arrivera toujours à un moment ou à un autre, bien sûr. Pour penser clairement, pour décider sans peur, car lorsque le corps retrouve sa capacité d'autorégulation simplement en arrêtant de se saboter. Et si, en plus, tu rétablis la structure et la charge électrique du milieu interne, alors le besoin de forcer le système disparaît et, par conséquent, les symptômes liés à un effort excessif disparaissent, cette peur s'en va. Eh bien, tout au long de cette série, nous avons déconstruit une idée très ancienne, l'idée que le corps faillit. D'abord, nous avons vu que le vieillissement ne commence pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et nous avons vu comment. L'inflammation chronique n'est pas un accident, mais simplement un système débordé. Nous avons vu que lorsque les freins manquent, le corps finit par s'attaquer lui-même. Et aujourd'hui, tu as découvert autre chose. Tu as vu que l'énergie du corps ne dépend pas seulement de ce que tu manges. Elle dépend de la façon dont l'eau s'organise, de la manière dont ce milieu interne circule et de la façon dont l'ordre est maintenu. Parce que lorsque l'ordre se perd, tout devient forcé. Cependant, une fois cet ordre rétabli, beaucoup de choses se mettent en place sans créer de tension interne. Ici. C'est là qu'apparaît un mot qui n'est presque jamais utilisé lorsqu'on parle de biologie. Dignité. La dignité n'est pas une idée morale, ce n'est pas quelque chose d'esthétique, ce n'est pas une question de volonté, c'est de la pure biologie. Un corps digne est un corps capable de se réguler lui-même, qui ne vit pas dans l'urgence, constamment, qui n'a pas besoin de compenser en permanence. Un corps digne est un corps qui ne dépend pas de stimuli extérieurs pour se maintenir. C'est un corps qui ne vit pas à la limite ou qui n'est pas toujours en train de s'éteindre et de se rallumer. Et il est important de le dire avec beaucoup de sérénité et de calme. Il ne s'agit pas de vivre plus longtemps à n'importe quel prix. Il s'agit de vivre mieux et de savoir ce que nous devons faire pour y parvenir en commettant le moins d'erreurs possible, même si nous en commettrons. Il s'agit de vivre sans peur, avec concentration et la capacité de penser clairement, comme lorsque nous avions 30 ans. Il s'agit d'être capable de te souvenir de qui tu es et de ne pas devenir un fardeau, ni pour les autres, ni pour toi-même. Tout ce que nous avons vu aujourd'hui, l'eau, le flux, l'énergie, le milieu, ne vise aucun tour de passe-passe, mais simplement à changer de regard, à cesser de lutter contre le corps et à commencer à le comprendre, à arrêter de forcer. Et à commencer à prêter beaucoup plus d'attention à maintenir vivante et pleinement fonctionnelle cette précieuse batterie que tu sais désormais posséder au plus profond de toi, afin que ni l'inflammation chronique ni la fatigue persistante ne deviennent pour toi un obstacle insurmontable. Et maintenant, je veux conclure avec quelque chose de très simple. Si tu comprends l'eau, tu comprends l'énergie. Si tu comprends l'énergie, tu comprends la régulation. Et quand tu comprends la régulation, tu comprends quelque chose de bien plus grand, que le corps n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. Mais seulement lorsque tu cesses de le mettre en guerre. Dans la prochaine vidéo, nous irons un pas plus loin. Nous parlerons de comment on reconstruit une vie après des années d'usure, de ce que signifie vraiment retrouver sa souveraineté sur ton corps et sur ton temps. Parce que la longévité, comme je te le disais, ce n'est pas prolonger la vie, c'est apprendre à vivre pleinement celle que tu as et pouvoir en profiter avec tes proches. Comme je te le dis toujours, en avant, toujours en avant. Et je te lis dans les commentaires